à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S, Esports. Encore une fois, cette semaine, beaucoup de sujets, donc on est excité d'en parler. À mes côtés ce soir, premièrement, Firefox, qui n'est pas encore là. Il vient de se lancer une game de Ranked à League of Legends, donc va être quelques minutes en retard. On espère pour lui qu'il va gagner. Oui. Mais Firefox, commentateur e-sportif, principalement sur League of Legends, consultant e-sports pour les cégep et porte-parole du programme e-sport du cégep de Sorel-Tracy. Babinski ou Babin, de retour, fondateur de Mirage, et Beaver, ex-project leader chez Mirage et maintenant, j'imagine, supposément fondateur de la Beaver Agency, et bien entendu, moi-même, Mille, cofondateur et VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Messieurs, merci d'être là avec nous, vous deux à date, ce soir, et Firefox en espérant qu'il se rejoigne à nous bientôt. Il dit il va être là dans 5 minutes aux dernières nouvelles. Donc, à cette heure, tu devrais comment dire, chroniqueur chez Cutscene Québec à cette heure. Tu devrais me dire ça comme ça. Ok, c'est bon. Je vais commencer à ajouter. Ouais, non, c'est ça. Faudrait que tu trouves genre un meme. Faudrait que tu trouves un comme. Genre pas un meme, mais genre. De quoi qu'à chaque fois que tu me présentes, ça soit quelque chose de différent. Genre. Parfait. Ça serait quand même vraiment cool. C'est très entrepreneurial. Là, aussi, je suis quand même mad parce que Yannick, ça fait 2 semaines d'affilée qu'il est ici. C'est vrai. C'est le premier à faire ça. Fait que, va falloir régler les choses. Mais Stars Fox revient de vacances, je crois, cette semaine. Donc peut-être qu'on va le revoir bientôt. Bref, merci mesdames et messieurs d'être là ce soir. Le premier sujet, c'est bien entendu un retour sur le Grand LAN. Donc, comme plusieurs le savent sûrement, la 2e édition du Grand LAN s'est déroulée le week-end dernier, soit du 24 au 26 juin, au Cosmodome de Laval. Si je me rappelle bien, il y aurait eu plus de 300 billets vendus pour le BYOC ou You Bring Your Own Computer au LAN. Les visiteurs pouvaient aussi accéder à l'événement avec une passe au coût de 40 à 60 $, dépendamment quand vous l'avez acheté et si vous avez utilisé des codes promo. Ça se voulait un événement plus décontracté, même s'il y a eu quelques tournois d'organiser via le Discord du LAN. Il y a aussi eu une conférence donnée par Tienne Lemine, ex-PDG de Victorem, sur les 3 clés pour faire augmenter ta valeur dans la société numérique. Bref, j'ai entendu des commentaires mixtes sur l'événement, mais j'aimerais bien vous entendre si jamais vous y avez été. Je pense que Beaver t'es passé en visiteur. Ou si vous-même, vous avez entendu des commentaires ou réactions de gens après l'événement. Moi, j'ai pas eu la chance d'y passer, mais je vous laisse la parole, mais je tenais quand même à mentionner le fait que l'événement s'est passé, s'est déroulé, ça spin, c'est la 2e édition qui est organisée. Ouais. Yannick, t'as trouvé comment le Grand LAN, toi, Yannick? Écoute, moi, je ne suis pas allé, donc dur pour moi de commenter. T'as-tu été souper, finalement? Ou genre, ça tombe à l'eau? Non, mais c'est ça, j'ai personne qui a voulu venir avec moi, fait que j'ai toujours pas mangé depuis. Il y a des gens qui se portent volontaires. Ok, alright, good. Non, en vrai, on est allé là, puis commentaire mix. Les points positifs de cet événement-là, c'est qu'il y a eu un événement. Ça, c'est un point positif. Et Firefox s'est joint à nous. Allô, Firefox. Bonjour. Salut tout le monde. Puis là, vas-y, Beaver. Non, mais c'est ça. Puis là, genre, on est rentré là. Là, tu me dis qu'il y avait 300 billets, genre, vendus. De mémoire, c'est ça que je m'étais fait dire. Ouais, mais genre, il y avait peut-être, genre, 70 ordi. Genre, il y avait 6 rangées d'à peu près 10 personnes. Ish. Puis genre, la salle était vraiment, vraiment petite. Genre, sur les vidéos, ça paraît pas trop, mais genre, le choix de la salle, c'est pas un winner. Puis, genre, tu sais, le plan de la salle au début, genre, t'avais genre, tu sais, comme la scène au milieu, puis comme toutes les grosses scènes au milieu, ouais. Ouais, finalement, c'était une navette spatiale qui au milieu. Au lieu de la scène. Qui prenait 80% de la salle. Tu sais, genre, moi, c'était le fun parce que je allé voir tous mes amis
tous les amis d'Internet là-bas pour se rencontrer, mais on a passé 90% du temps à l'extérieur. Comme on essayait, mais genre. Puis là, genre, veux pas, c'est des jeunes qui sont là. Donc là, t'as des jeunes, t'essaies de stream. Puis les jeunes, ils aiment ça être à côté de leur streamer préféré pendant qu'ils streament. Fait que, genre, des fois, là, tu te ramassais, genre, t'avais 20 personnes derrière toi, puis. C'était spécial comme envie. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste un rassemblement pour jouer, là. Mais ce qui est bien quand même, mais ça a coûté cher comme événement. J'imagine. Moi, les commentaires que j'ai eus, c'est que ça a coûté cher pour ce que ça l'a été. Et que justement, il y avait des trucs logistiquement n'étaient pas la meilleure chose. J'ai vu par exemple, la entre guillemets conférence de Tienne qui s'est donnée comme dans une petite salle à côté à ce qu'il y avait de l'air de la vidéo, tandis qu'à la base, je pense qu'il était supposé d'être sur scène. Mais bon, vu que c'était une navette spatiale, j'imagine que mais ça aurait été cool qu'ils se mettent par-dessus, en haut de la navette. Puis, mais bon. Ouais, ça aurait été peut-être dangereux pour notre beau petit Tienne qui fait des vidéos. Ça aurait fait une vidéo YouTube. Ouais, non, t'as raison, mais business, hein, t'es business. Hein? Juste essayer de grimper en haut aurait été toute une vidéo. Si vous avez manqué la dernière vidéo de Tienne et Beaver, elle est maintenant sortie. Ils mangent de la poutine. Oui, on mange de la poutine dans tout Montréal, c'est vraiment incroyable. Très gamer. On est très des gamers. C'est quand même gamer, I guess. On est des gamers. C'est très non, mais pour wrap up tout ça, c'est juste triste que je trouve que ça a été un downgrade de la première édition. Ouais. Je sais pas si c'est le contexte ou whatever, mais genre en termes de niveau de la salle, je sais pas, genre la connexion, je pense qu'elle a marché, mais c'est encore une connexion un peu shaky. Là. On avait 60 de ping, genre. Fait que, au niveau de la salle, c'est un downgrade. Puis genre au niveau de l'événement en tant que tel, il manquait un petit quelque chose. C'est peut-être la date aussi. Genre on est au début de l'été, puis genre des LAN au début de l'été. C'est pas... Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va y avoir une troisième édition. On espère avoir une meilleure salle, puis faut ramener du monde. Faut ramener du monde à ce genre d'événement là. Genre... C'est parce qu'il y avait pas de taureau mécanique. Non, il y avait un truc de genre saute, il y avait comme un truc gonflable, genre. Puis que tu peux sauter, genre. Il y avait pas de taureau mécanique, mais c'est pas dans le genre Fall Guys, là. Ouais, dans le genre Fall Guys. Ok. Ouais, j'ai vu un petit tweet de Ducky Esports aujourd'hui à cet effet-là. Ouais, bah c'est pretty much ça. Ok. J'ai hâte d'avoir... écoutez, si Firefox puis Babin, vous avez pas été à l'événement et moi non plus... moi j'ai des questions, là. Vas-y. Parce que j'ai vu, en lien avec l'événement, que, je vais être honnête, j'ai entendu parler, genre, la semaine dernière, par quelques posts Facebook de drama, mais après ça, je sais pas si ça venait de troll ou de personne là. Mais j'ai vu un peu de drama avec le système de billets VIP versus billets réguliers. Que genre, si t'achètes des billets VIP, tu pourrais rencontrer tes streamers, des vedettes préférées locales, mais que finalement, tout le monde allait les voir, peu importe c'était quoi les types de billets que t'avais. Puis finalement, il y a quelqu'un qui... En tout cas, là, il y a une chasse à la sorcière pour savoir qui a payé 215$ pour aller à cet événement-là. Il y a une grosse chasse à la sorcière, c'est tous les groupes Facebook de gaming et tout ça. Je veux juste savoir, finalement, concrètement, c'était quoi la différence entre un VIP et une personne normale, mettons, au niveau BYOC, là? Un t-shirt. Je pense qu'il y a un t-shirt. Puis tu pouvais venir le 24, mais bon, on s'entend que pas mal de monde sont allés le 24 qui voulaient y aller anyway. Mais ouais, j'ai entendu ça aussi, que le VIP n'en valait pas le coup. Que t'avais... Tu payais 75$ de plus pour avoir un t-shirt. Ouais. Et moi, s'il y avait accès officiel à la salle le vendredi soir. Au moins, s'il y avait une raid de fusée, ça aurait été worth, mais là... Ouais. Ouais, même, il y avait un truc de genre, je sais pas si vous avez vu le tweet de Tienne, genre un truc d'astronaute. Ouais, de Zero Gravity. Ouais. Ils testent ton G-Force ou whatever. Mais ils testent les G-Force, mais même ça, genre, tu peux y aller, genre, les VIP, c'est juste une façon d'essayer de rembourser somehow, là. Mais c'est juste, comme je te dis, genre, l'idée est là, il manque un manque d'exécution, puis, tu sais, je sais pas si ça spin, il n'y a pas de l'air du gars, genre, il veut pas pousser son délai trop loin. Je pense aussi qu'il fait beaucoup. T'sais, moi, mon impression de la première édition, parce que j'étais allé, là, je peux pas trop commenter la deuxième, c'est qu'il a beaucoup fait seul. Puis c'est pas évident faire un événement comme ça seul, surtout si t'as pas comme un skill set dans certains domaines, comme aller chercher des sponsors ou
s'assurer de l'exécution. Je comprends qu'il y a sûrement eu le plan de la salle, puis c'était pas de sa faute qu'il n'y avait pas de stage, mais j'ose croire qu'il aurait dû se pointer avant, puis voir que c'était le cas. Même chose quand tu fais du VIP, oui, c'est cool, promettre plein de choses, mais il faut que tu exécutes, puis il faut que ces choses-là soient de valeur ajoutée. Comme si tout le reste du monde les ont, c'est sûr que ceux qui ont payé 75$ de plus vont dire comme mon chandail Gildan à 10$, c'était peut-être pas. Ça valait peut-être pas la peine. Puis je sais même pas si le monde a eu des chandails. Moi, j'ai pas vu de Twitter post de chandail Grand Land, mais bon. Ouais, c'est genre un chandail un peu sport, éducation physique, avec marqué Grand Land dessus. Ok. Moi, j'en ai signé des t-shirts. J'ai signé 6 t-shirts. Ouais, je sais. C'est donc bien populaire. Je sais. J'ai pris des photos aussi. Genre, envoyé des gars. Et tu n'étais pas pour un gars qui a sûrement même pas payé pour rentrer. Non, moi je suis pas un streamer invité. Moi je suis. Ben, en vrai, Beaver a fait du truck, est-ce que j'ai entendu, pour rentrer au Grand Land. J'ai fait du truck, j'ai donné 2 balles de Timbits pour ça a marché, man. C'était sûrement parce que c'était des Timbits de Justin Bieber. Ah ouais, des Timbits. Ok. Yeah. Ok, voilà. Ok. C'est un deal 2 balles de Timbits pour vrai pour rentrer. Et en plus, genre, tu sais, j'ai examiné le marché, j'ai vu. Genre, dès le matin, on vient de rentrer, le monde est un peu fatigué. Je suis comme les Timbits, ça va être un hit, man, pis ça a marché. T'as pas fait de vidéo YouTube sur ton échange de Timbits? Non, dommage. Mais je leur ai pas dit, mais j'ai genre goûté genre 2-3 Timbits avant. Il y en a 2-3 qui sont à moitié mangés. Ok, on va passer à l'autre sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, 2 annonces d'Alpha One qu'on va prendre une à une, mais bon, ça risque de pas être super long. La première, c'est qu'Alpha One annonce leur roster de Rainbow Six. Donc, une coupe d'annonces, comme je dis. La première, c'est donc Geek, Robert, Guelph, Expiry et AX se joignent à Alpha One, ainsi que Jared comme coach. Ça me semble être tous des joueurs américains, du moins de ce que j'ai pu voir sur Twitter. C'est pas une équipe NACL, donc c'est pas une équipe Tier 2 de Rainbow Six, encore une fois, à ce que j'ai pu voir. Donc j'ose croire que c'est du Tier 3 ou Tier 4. À voir ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est pas mal ça l'annonce du roster que j'ai à vous dire aujourd'hui, mais ça me ramène un peu vers un sujet qui semble être une discussion qu'on a à chaque semaine. Là, dans le fond, comprendre l'intérêt d'aller chercher des équipes US dans des jeux, surtout à un niveau Tier 3, Tier 4. On pense notamment à Valors et Vexo qui font un peu la même chose avec leur roster de Valorant, Rogue Company, CSGO, etc. Fait que je sais pas si vous avez rapidement des réactions sur ce sujet-là, si vous n'êtes pas prononcé ou si vous avez d'autres choses à ajouter qu'on n'a pas déjà discuté nécessairement, mais je vous laisse réagir avant la prochaine nouvelle qui est quand même rattachée. Est-ce que vous avez des réactions? Yannick, spécialiste R6. Spécialiste, un grand mot, là. Un peu comme il a dit, ça semble pas être une équipe de CL, donc most likely tier 3. J'ose espérer au moins tier 3 en prenant une équipe américaine. Ouais. Après, comment est-ce qu'ils vont monétiser ça? J'ai peut-être des doutes. Rainbow Six, c'est pas nécessairement le jeu le plus hot de l'heure en ce moment, particulièrement en tier 3. Puis surtout que l'autre annonce, c'est un roster Valorant. J'ai vu qu'ils cherchent des joueurs de Apex. Donc ils semblent être sur plusieurs jeux en même temps. Puis si vous avez déjà été au podcast, je suis pas le plus grand fan d'avoir 1 million de rosters en même temps. Fait que, écoute, s'ils sont en mesure de monétiser ce roster-là, tant mieux, mais j'ai des petits doutes. Ouais. J'ai une question, Yannick. Oui. Mirage, c'est quoi le plus nombre de rosters simultanés que Mirage a eu? Le nombre de rosters, ouais. Tu peux comprendre la question. Genre dans l'époque, genre Overwatch, Rocket League. 4? C'est énorme. De mémoire, ça a jamais dépassé. J'essaie de compter, puis j'ai jamais compté plus que 5. J'y vais vite, mettons. En LAN peut-être, là. Ouais, l'an ETS. Ouais. Il y avait des premières années de Mirage au début des premières années, on était en force au LAN, on voulait vraiment créer un effet de masse, fait qu'on avait nos 100 joueurs dans le LAN. Une armée. Mais après la première année, c'est rare. Je pense pas que c'est allé au-dessus de 4 équipes. Puis même là, 4, c'était rare. Ça n'a pas duré longtemps. Non.
Good. Beaver Firefox, des commentaires sur le roster Rainbow Six américain de Alpha One ou est-ce qu'on passe à Valorant? Moi, on peut passer à l'autre. Je vais avoir des commentaires qui regroupent tout ça. Moi, je suis vraiment indifférent. Je trouve que ça sert pas grand-chose si tu fais rien avec. On va donner la chance aux coureurs, mais les chances... Je sais pas si Alpha One a une philosophie nouvelle d'ici la dernière année, mais ils font souvent la même chose. Ils sont AFK. C'est correct. Donc, on continue justement avec Alpha One qui annonce officiellement cette semaine leur roster de Valorant. On a parlé de ce roster-là il y a quelques semaines dans un semi-league parce qu'ils ont participé sous le brand d'Alpha One dans le dernier tournoi mensuel d'Able Esports du King of the Spike. Ils ont d'ailleurs eu d'assez bons résultats là, de mémoire, s'étant rendus en quart ou en demi-finale. Bref, à l'encontre de leur roster Rainbow Six, c'est un roster à 100% québécois, constitué de Taze, Falax, Pelt, Toskri et Ozu. Un beau montage aussi pour l'annonce sur YouTube, si vous cliquez sur le lien qui est dans l'annonce ou la publication Twitter. Moi, comme vous le savez déjà, là, ça me fait toujours plaisir de voir des rosters québécois chez des orgs québécoises, puis en espérant en voir plus bientôt. Mais justement, là, avez-vous des réactions sur le fait, peut-être d'aller chercher 2 rosters dans un temps assez rapproché, ou 2, pourquoi ici québécois, pourquoi ailleurs américain, ou lequel des deux vous trouvez un meilleur fit en termes de synergie, mais je vous laisse réagir. Concentrez-vous sur les équipes québécoises, puis je pense que le move de Valorant est déjà mieux que celui de Rainbow Six tant qu'à moi. Pourquoi tu dis de te focusser sur les équipes québécoises? Parce que être eux, je pense que c'est l'angle que je prendrais pour prendre des parts de marché. Moi, je pense que si t'es pas dans du Tier 1, Tier 2, je vois pas pourquoi tu irais international. Si t'es dans du Tier 1, Tier 2, ben, du Tier 1, Tier 2, difficile de le faire avec un roster québécois. On l'a essayé dans plusieurs jeux, puis c'est difficile d'aller chercher. Mais Tier 1, Tier 2, tu compétitionnes dans un gros marché. Tier 3, tu compétitionnes pas dans ce marché-là. Le nombre de Tier 2 teams, par exemple, à Rainbow Six, vu qu'on parle de Rainbow Six, c'est quoi? En ACL, il y a quoi? 16 équipes, même pas? Ouais. En Tier 3, Rainbow Six, il y a quoi? 2000 équipes, genre? J'exagère, mais... Fait que c'est... t'as plusieurs centaines, c'est sûr. C'est ça, fait qu'après, moi, je le vois toujours d'un point de vue business. Ton point de vue, ton sales pitch, si t'es une organisation... puis on s'entend 70% de les revenus des organisations, c'est les commanditaires. Ton sales pitch à un commanditaire, si tu es en Tier 1 ou Tier 2, c'est de dire, écoute, je suis justement dans le Tier 1, Tier 2, dans les top 16, top 30 équipes en Amérique du Nord. Ça, c'est quand même, c'est pas mauvais pour dire ça. Mais si tu as une équipe en Tier 3 ou même limite Tier 4, il faut que tu différencies autrement que par les résultats. Fait que tu peux différencier par le fait que, écoute, moi j'ai une équipe locale, on compétitionne localement. Au Québec, j'ai la meilleure équipe, j'ai la deuxième meilleure équipe, ou même on se focus sur le marché québécois. Si vous, en tant qu'entreprise, voulez aller chercher le marché sous-jacent québécois, ben on est une de vos meilleures options. Tandis que si tu es en Tier 3 nord-américain ou même US, man, pourquoi une organisation, pourquoi une compagnie irait avec toi? Genre, c'est quoi ton pitch? Je suis une des 500 équipes, je fais exactement la même chose que le reste. J'ai moins de following, puis vous avez comme 10 000 options pour aller chercher le marché sous-jacent US au large. C'est de la façon que je le vois. Puis au US, on s'entend que le nombre d'organisations qui sont là est... Ouais, puis le nombre d'organisations qui ont des 20, 30, 50 000 qu'on connaît même pas, puis là, après, tu viens parler d'une organisation qui a même pas 1000 followers, tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il y avait déjà un débat sur avoir même les organisations tiers 1, peut-être tiers 2, où il y avait trop d'organisations déjà pour le nombre de commanditaires qui est disponible. Ouais, donc là, si tu vas, t'es une organisation québécoise avec un petit following, là tu t'en vas aux États-Unis. Hein? Non, c'est ça. Tu sais, moi je prends Able Esports par exemple. Nous, notre focus a toujours été québécois. Pour la raison de différenciation. On est allé chercher Bud Light, fine. On a loin des budgets que Bud Light donne à des Tier 1 américains, mais de loin, mais on n'aurait jamais eu Bud Light si on n'était pas québécois. Bud Light ont un budget marketing au Québec. Géographiquement, ils scindent leur budget marketing. Et 2, c'est un marché e-sportif qu'ils ne vont pas déjà chercher.
fine, ils commanditent CLG puis Cloud9, ils vont bouffer du marché québécois, mais c'est pas spécifique au Québec. Fait que s'ils ont déjà CLG puis Cloud9, puis là qu'Alpha One va aller voir Bud Light, c'est fine, ça va pas être leur stratégie, j'ose croire, là, mais tu vas voir Bud Light et leur dire ouais, commandite mon équipe, c'est comme ben why would I do that? So, en conclusion, parce que là, vous avez sorti. Au début, c'était les réponses de politiciens, puis là, c'est les réponses de docteurs spécialistes. Là. Mais en vrai, genre, conclusion, vous dites que c'est plus facile d'obtenir un roster s'il est aux States, mais il sert à rien, en quelque sorte. Right? Non, moi, mon point, c'est différencie-toi. Pense à ton sales pitch. Si tu peux différencier un roster Tier 3 américain d'une quelconque façon, je le vois pas nécessairement tout de suite, mais ça peut se faire. Il y a sûrement des organisations américaines qui sont en Tier 3, Tier 4 qui le font, qui sont allées capables de chercher des sous. Fais-le. Mais si toi, t'es Québécois, t'es au Québec, je vois pas pourquoi tu irais chercher un roster Tier 3 américain plutôt que québécois. Mais bon, si tu veux être à Rainbow Six, il y a peut-être juste pas d'équipe québécoise, I don't know. Ben, tu peux en avoir, mais c'est le niveau que tu vas obtenir. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu as une équipe, je sais pas, tu builds une équipe à League of Legends ou de Valorant, pis c'est une équipe de Gold, ben, tu sais, il y a un moment où peut-être le niveau est juste pas assez relevant pour que ça attire l'attention. Moi, même à ça, là, genre, au niveau des niveaux, peut-être, genre, j'aime mieux avoir une team de QC qui sont genre Gold, justement, puis que tu fais un storytelling avec eux. C'est le storytelling. Que essayer, genre, c'est juste ça, là, c'est juste du storytelling, là. C'est sûr. Comme, imagine la team de Gold qui renverse une team genre qui s'est préparée pendant X nombre de temps. Même s'ils se font absolument éclater à chaque fois, il y a une histoire derrière. Ouais, c'est comme... ça que je te dis. C'est comme big. Le roster drôle que genre la journée qu'ils vont gagner une ronde, tout le monde va comme éclater. Tu sais, il y a des histoires partout. Ça fait rêver, là. Ça fait rêver. On s'est regroupés, 5 amis. On s'est inscrit dans un tournoi professionnel, semi-pro. Voici notre expérience, puis ils se font démolir. Ewan Binab est dans le chat, il dit wait and see, I guess. Absolument. Moi je dis pas que c'est un mauvais move. Moi je dis que personnellement, j'irais, ben on le fait localement. Mais si vous avez une stratégie derrière, c'est parfait. Puis j'ai hâte de la voir justement. Firefox, Babin, Beaver, d'autres commentaires là-dessus? Ou pas? Non, mais tout a été résumé. Mon point que je voulais amener, c'est que dans le sens, tant qu'à avoir une équipe de tier 3, tier 4 de bon niveau, c'est pas vrai que, à mon avis, si tu es une organisation québécoise et tu veux te monter une fanbase efficace rapidement qui va te suivre en disant que tes origines sont au Québec, comme Mirage le fait il y a plusieurs années par exemple, en débutant au Québec puis en grossissant, ben on est fiers de dire que c'est une organisation qui a commencé ici puis on continue à la suivre. Fait que si t'es pas allé chercher des équipes tier 3, tier 4, après ça, je connais pas nécessairement le marché du jeu, je connais pas le talent des joueurs des jeux, mais je croirais pas qu'il n'y ait pas possibilité d'aller chercher, comme on disait, des joueurs, même monter une équipe niveau Gold, niveau Platine, peu importe, avec des joueurs québécois, tant qu'aller chercher une équipe américaine, tu n'auras pas de storytelling, tu vas les perdre parmi 300 millions d'Américains, alors qu'ici, tu vas monter une équipe parmi 8 millions de Québécois. Tu as plus de chances de faire un meilleur storytelling puis d'embarquer déjà un premier groupe de fans puis de te faire remarquer à ce niveau-là. Ouais. Après, c'est facile de viser les hautes ligues. C'est facile de viser les hautes ligues, mais il faut que tu commences déjà à avoir... Si tu veux te faire remarquer, ça te prend un fanbase. Il faut que tu aies du monde qui te suive si tu veux être pris au sérieux. Puis en allant chercher des commanditaires, ben, c'est une question de chiffres aussi. Si tu dis juste, on a une équipe CR3, si tu as juste 500 followers sur Twitter, ben, c'est tout. Ils sont juste éparpillés parce que finalement, ça monte pas depuis 3 ans, ben, ça donne rien. Si tu veux, tu as une grosse fanbase engagée, ben déjà, t'aides à monter un peu tes chiffres. Là, après ça, tu peux monter les étapes. C'est un peu ce que Beaver et Babinski ont dit au final. Là, ton storytelling, puis faire parler de ton équipe au début, puis créer des fans qui vont aimer le branding. C'est plus important que juste d'avoir une équipe par rapport quelque part en tier 3. En tier 2, tier 1, oui, tu veux viser du haut niveau, je peux comprendre. Mais justement, tu peux trouver du talent local. Peut-être c'est ça leur but. Là. Moi, je connais pas l'équipe assez, mais peut-être justement, ils veulent faire les NACL, Tier 2 Qualifier, puis se qualifier, puis c'est là que ça va jouer, je sais pas. Mais même là, je veux dire, si nous, on a réussi à le faire
Comme la seule exception, là, c'est en ce moment Rainbow Six parce que c'est ultra difficile pour nous de faire des visas pour des Québécois. Puis c'est tout le temps un gros gamble à chaque fois qu'on amène un. Puis en LFL, ben, on a essayé, mais pour XY raison, ça n'a pas fonctionné. Entre autres parce que les équipes LCS avaient des meilleures offres. Mais, tu sais, si nous on était capable de le faire tous pendant comme 4 ans de temps, à toujours avoir au moins un Québécois dans chacune de nos équipes, les autres organisations n'ont pas d'excuses tant qu'à moi. Surtout qu'on le fait à haut niveau aussi. Toutes les équipes qu'on amenait à toutes les LAN, il n'y avait pas nécessairement toujours des Québécois, mais le requis, c'est qu'il y en avait toujours au moins un. Ça, c'était mon requis obligatoire. Sinon, on n'amenait pas d'équipe. OK. En parlant justement de Québécois, on continue toujours au Québec avec nos nouvelles. C4G Agency, pas un nom très québécois, mais quand même, se fait acheter par Dulcedo Management. Donc, on a parlé de C4G Agency il y a quelques semaines. En gros, une boîte québécoise fondée par Louis-Philippe Dalpé, qui est d'ailleurs passé sur ce podcast, et son collègue Alexis De Vries, en spin-out de V3 Stand Group, où les deux travaillaient auparavant. C4G utilisait l'outil de médias sociaux, surtout sur LinkedIn, pour offrir aux organisations e-sportives des nouveaux leads de partenariat ou de commandite. Chez Able, on avait d'ailleurs travaillé avec eux et c'est eux qui nous ont un peu permis de faire partenariat avec Bud Light et Advanced Sim Racing. C'est aussi qu'ils travaillent avec Mirage, Parabellum, Amuka. Bref, selon LP, dans les 10 mois depuis leur spin-out, C4G avait signé plus de 15 organisations e-sportives en Tier 2, Tier 3 et ont généré plus de 100 meetings pour ses clients qui ont converti en plus de 1 million US en deal. Quand même un chiffre non négligeable selon moi. Cette semaine, ils annoncent qu'ils se font acquérir par Dulcedo. Donc, Dulcedo Management Group, fondé en 2008, c'est une agence de gestion de talents multidisciplinaire et internationale avec des bureaux à Montréal et à Toronto qui représentent des talents du monde entier. Donc, Dulcedo compte actuellement 4 divisions. Ça représente des talents dans les secteurs des mannequins, du sport, des influenceurs et du gaming. Puis bien que Dulcedo existe depuis une dizaine d'années, la division gaming a été lancée juste en fin 2020, donc relativement récemment, et compte apparemment déjà plus de 25 talents de gaming et d'e-sport. Après l'acquisition, LP et Alexis agiront en tant qu'agents de gaming et e-sports en représentant des organisations, des streamers et des joueurs professionnels dans leur recherche de commandites. Les équipes d'e-sport représentées par Dulcedo et C4G Agency seront apparemment divulguées publiquement plus tard cet été lors du lancement du nouveau site web de Dulcedo. C'est toujours intéressant de voir des acquisitions dans le domaine du e-sport au Québec et au Canada, ou du moins pour moi. On parle ici d'une organisation, on parle pas ici d'une organisation e-sportive, mais tout de même d'une business locale dans le domaine. Puis moi, ça me fait penser aussi à la nouvelle qu'on avait couvert de l'acquisition de Parabellum, qui est à la base d'une organisation e-sportive ontarienne, par Intema ou Intema Group, une compagnie basée au Québec qui est maintenant connue sous le nom de React Gaming Group. Bref, je tenais à souligner la nouvelle. Je sais pas si Babin, tu avais des commentaires sur C4G. Je pense que vous travaillez avec eux, si je ne me trompe pas. Juste du fait de l'acquisition aussi, plus généralement, mais je vous laisse. Ouais, puis j'ai déjà interagi aussi avec Dulcedo dans le passé. Je les connais quand même assez bien. Je pense que c'est un très bon fit. Ça va venir compléter un peu. Je pense qu'il y avait peut-être une lacune côté Dulcedo, justement, au niveau du sport électronique. Il était nul. Le fait d'amener, je pense, LP, puis un peu la technologie qui est derrière. Je sais pas s'ils ont la propriété intellectuelle. Je pense qu'ils vont sûrement avoir une redevance là, à V3 Stand Group. Là. C'est ça. Je suis pas certain. Je pense pas qu'il y ait la propriété intellectuelle là-dessus, mais je pense que s'ils amènent cette technologie-là, ça peut aussi probablement aider Dulcedo dans leur autre branche, qui est vraiment bien. Après, ben, tu sais, j'ai hâte parce que je sais que chez Dulcedo, comme tu disais, il y avait déjà un peu quelques talents. Je pense que Berkey, entre autres, est chez Dulcedo, si je me trompe pas. Ouais. J'ai pas eu vent vraiment des contrats qui ont pu être apportés de ce côté-là. Fait que je peux pas vraiment juger sur comment Dulcedo avait du succès côté gaming, mais c'est clair que avec LP qui arrive, je pense que ça va vraiment up leur game. Côté sport électronique. J'ai bien hâte de voir si on va pouvoir travailler avec eux aussi.
Moi, j'ai pas adoré l'approche de C4G, pour être honnête, dans le sens que pour ceux qui connaissent moins leur outil, c'est, for lack of a better word, un peu un spam LinkedIn. Fait que tu leur dis, OK, c'est quoi les marchés que je veux viser. Tu crées comme un texte préfet, puis l'algorithme ou l'outil, avec les paramètres que tu leur donnes, va chercher les bonnes, entre guillemets, personnes ou les personnes où est-ce qu'on pense qu'on va avoir plus de succès, à quel niveau dans l'organisation, avec quel mot-clé dans leur titre, etc. Et leur lance le message préfet. Puis là, quand tu as une réponse, ben tu réponds puis tu essaies de te fixer un appel. Fait que c'est un shotgun approach. C'est sûr que ça peut couper du temps. Moi, je l'ai pas adoré, même si ça a fonctionné pour une couple de partenaires qu'on a. Là. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ce système-là que je peux compter. C'est clair que, bon, initialement, on m'avait dit on peut t'envoyer jusqu'à 99 invitations à des partenaires. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ouais. Puis moi, j'étais comme... J'ai sûrement la même anecdote. On veut en apporter des partenaires. Puis tu sais, le produit est bon en tant que tel, mais je pense qu'il faut comprendre un peu plus la dynamique du produit. Puis c'était pas totalement clair pour moi. Fait que là, ben, tu sais, normalement, t'es supposé checker tes 99, tu sais, s'ils font du sens la veille. Mais, tu sais, quand t'as une day job, pis que t'as comme plein de choses, ben, tu checkes pas nécessairement la 99. Fait que là, à un moment donné, ben, ce que ça fait, c'est que ça envoie des messages automatiques, ça envoie une invitation sur LinkedIn, puis après ça, ben, ça fait un message d'introduction. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu reçois des réponses, puis je regarde dans mes réponses, puis j'ai le fondateur de Rogue qui est là. Puis tu sais, c'est un message d'introduction comme hey, connaissez-vous le sport électronique, blablabla, mais tu sais en anglais. Fait que là, j'en reçois la réponse du owner de Rogue qui me dit ben ouais, je connais ça, moi, de l'e-sport. Ouais. Fait que tu sais, ça amenait une discussion cocasse avec lui, mais tu sais, en tout cas, il faut que tu sois ton affaire. Puis à partir de là, je vais dire wow, 99, c'est peut-être trop. Ouais, nous, on n'est pas allé si large. Puis à un moment donné, c'était eux qui étaient supposés d'envoyer les messages. Mais justement, je pense à cause de ce genre de spam outil-là, LinkedIn a diminué le nombre de messages puis d'invitations que tu pouvais envoyer d'un compte. Fait qu'il fallait utiliser nos comptes personnels. Moi, mon compte, c'est pas un compte e-sportif sur LinkedIn. Et comme tu dis, 99 invitations par jour, je pouvais aucunement gérer ça. Mais ouais, il y a quand même un je ne sais quoi quand on approche des partenaires et des commanditaires, surtout, faire la différenciation entre quelqu'un qui connaît le domaine ou soit une compagnie qui est déjà dans l'e-sport versus quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi ou risque de pas savoir c'est quoi parce que ton message va être différent, on s'entend. Mais ouais. Écoute, mais ça marche bien quand même l'outil, puis c'est du bon first step prospecting, là, puis on le voit avec l'acquisition puis le succès qu'ils ont eu, donc je suis content pour LP et Alexis, là, c'est le fun de voir de plus en plus de Québécois œuvrer et faire des vrais jobs, se faire payer en e-sport, largement parlant au Québec. Là. Quoi? Je suis triste, moi. T'es triste? Parce que là, on vient de perdre un produit québécois. Mais non, se faire racheter par les Anglais. Non, c'est québécois. Dulcedo, ils ont des bureaux à Montréal puis Toronto. Ils ont des bureaux à Montréal, mais c'est pas québécois. Ben oui, c'est québécois. Je connais les deux propriétaires, sont très québécois. Ah ouais, ils sont québécois. Mais ouais, mais ils ont quel âge, eux? Comme, je trouve ça... Trentaine. Je trouve ça dommage, mais en fait, je sais pas si ça fait du sens, mais je suis peut-être genre utopique, mais genre, pour moi, les meilleures personnes les mieux placées pour vendre genre à des entreprises ou whatever, c'est du monde qui sont qui sont des acteurs first, comme qui participent à la communauté, puis genre qui sont jeunes, genre, comme en mode, tu dois comme, moi je sais qu'est-ce que les jeunes veulent. Donc, genre... Malheureusement, c'est difficile d'aller chercher les deux, tu sais. L'expérience et le thinking d'affaires avec ce rattachement et cette jeunesse-là à la masse communauté de e-sport qu'on s'entend est jeune. Fait que c'est difficile d'aller chercher les deux. Tu vois, comme LP, je pense qu'il est plus proche de mon âge, fait que dans ses débuts de trentaine, il y a l'expérience d'affaires, il y a son université, il a travaillé, etc. Fait qu'il comprend comment parler à ce monde-là. Un gars début vingtaine, je dis pas que c'est impossible. Genre des entrepreneurs début vingtaine, t'en vois, puis tu vois des gros success stories,
Mais d'habitude, ça parle pas le même langage. D'habitude, il y a des exceptions. Ça parle pas le même langage qu'un Dulcedo qui sont, comme Yannick l'a dit, trentaine, peut-être même début quarantaine. T'as un peu moins de confiance immédiate dans ce monde-là. Je dis pas que tu peux pas la développer, là. Mais je crois que ils ont déjà aussi un réseau de contacts. Puis ce réseau-là, à 20 ans, difficile de le construire. Ouais, absolument. Ok. Je vois. Ainsi. Prochain sujet, notre ami Noak. Là, je Sujet regarde chaud, Beaver là. parce que je pense que c'est celui qui va avoir le plus à dire. Mhm. Noak s'est fait ban cette semaine sur Valorant par Riot. Noak, c'est un joueur québécois de Valorant duquel nous avons parlé un peu durant ce podcast quand on avait couvert la nouvelle du Phase 1 Recruitment Challenge parce qu'il était un des Québécois qui s'était lancé dans la foulée aux côtés de Spartan et Pros, bien entendu. Pros qui a ultimement gagné le concours. Noak a aussi joué dans l'équipe de Valorant de Valor, si je ne me trompe pas, au LAN ETS, où ils ont terminé 3e, perdant contre Able Esports en demi-finale. Bref, Noak a publié sur Twitter cette semaine le fait qu'il se cherchait une équipe en tant que coach. Et rapidement, le monde se sont rués sur son post en citant le fait qu'il se serait fait ban par Riot sur le jeu, avec des captures d'écran à l'appui, bien entendu. Fait qu'il paraîtrait par les publications subséquentes de Noak que l'histoire serait véridique. Il réclame dans ses posts qu'il n'aurait pas triché, mais qu'il aurait prêté son compte à son duo pour un tournoi dans lequel Noak ne pouvait pas jouer et que cette personne, donc son duo, aurait continué d'utiliser son compte après le tournoi en question avec des cheats, et donc la raison pour le ban. Bref, il y a une petite guerre de capture d'écran par après avec des messages entre Noak et son duo, puis plein de monde qui se sont rajoutés à la discussion, mais j'ai pas sauté trop loin down the rabbit hole, si on veut, malheureusement. Il faut peut-être quand même garder en tête que Noak aurait publiquement avoué le fait de prêter son compte à quelqu'un d'autre, ce que je suis pas mal certain contre les Terms of Use de Riot et Valorant, mais bon, c'est peut-être une autre histoire. On se souviendra aussi peut-être que Noak était pas mal vocal sur Twitter, Twitch et Discord il y a comme 2 mois quand il a fait face à un tricheur lors du tournoi mensuel de Valorant d'Able, du King of the Spike. Bref, c'est pas mal ça l'histoire, ou du moins mon introduction à l'histoire. Je sais pas si vous avez des réactions. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'il aurait pas dû prêter son compte? Pourquoi il a pas changé son mot de passe après l'avoir prêté? Est-ce qu'on pense le revoir sur Valorant d'ici peu? Je vous laisse réagir. C'est pas Beaver si tu veux commencer. Ah ouais, tu veux que je commence? Ben, ça me dérange pas. Les deux autres, si vous voulez sauter aussi. En vrai, moi je connais Noak depuis que j'ai 14 ans. C'est un vieux. Fait que genre, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, Alors, Noak est rendu à genre 19 aujourd'hui, les boys. Calmez-vous. Mais, ou 18, je sais plus trop. Mais ouais, là, on se retrouve avec des situations, genre, parce que je vois ici, genre, on a envoyé un courriel avec Noak chez Riot pour dire, genre, qu'il s'est fait hacker, puis, genre, je suis pas trop censé le leak ça, mais Riot passera pas ici, oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, genre, je crois le fait que ce soit pas lui qui cheat, parce qu'il stream tout le temps, il a acheté X nombre de skins, pis tout, pis ça serait juste cave, pis ça ressemblerait un peu pas tant à Noak. Mais puis il est quand même très bon au jeu, là. Il a été radiant, il a été top 188 ou je sais pas trop. S'il triche, il l'a bien caché, il est en tabarouette. Comme pour moi, c'est quasiment impossible que ce soit lui-même. Surtout au LAN ETS, c'est pas évident. Ah, c'est ça, genre, tu joues au LAN, non, mais c'est ça, genre, comme, il y a trop de paramètres pour moi pour te faire, comme pour pas se faire mal, genre, ou pour pas se faire suspecter, puis j'ai jamais suspecté de cheat, whatever. Après, le problème, c'est qu'il a fait du account sharing, puis ça, c'est bannable. Mais donc, sûrement pas permaban pour du account sharing. Ouais. Ah, ouais, c'est permaban. Ouais. Okay. Fait que là, le seul moyen d'éviter ça, c'est genre en mode je me suis fait hacker, checker les logs, puis ouais. C'est le seul moyen d'éviter ça. Checker les logs, checker les adresses IP. Mais après, je pense pas qu'il va revoir son compte sitôt. Puis là, j'espère que c'est pas fait physical ban. Fait que au niveau des. C'est un peu compliqué, mais au niveau des adresses Mac pis tout. J'espère que c'est pas ça. Parce que sinon, ça serait plate. Il faut que se rachète un ordi. Mais, tu penses que c'était un hardware ban. Ouais, mais c'est ça. Ils font quand même des intense bans, Riot. Ouais, Riot, ils niaisent pas. C'est pas mal du hardware. C'est pas du Valve. À Ligue, ils s'en foutent. En Valorant, ils s'en foutent. Fait que c'est ça. C'est juste triste, mais
c'est une erreur et faites confiance à des gens sur Internet, puis c'est ça qui arrive. Jamais faire confiance à des gens sur Internet. Non, tu jamais. sais, premier point en partant, tu sais, qui est triché ou non, je pense que le point n'est pas là. Je pense qu'on est capable, on peut lui donner le bénéfice du doute, même si c'est pour ça que le compte a été suspendu pour l'instant. Tu sais, pendant que Beaver parlait, juste pour le fun, je suis allé googler Riot Account Sharing. Première ligne, ils disent le partage de compte peut provoquer un bannissement définitif de votre compte. C'est première ligne qui est écrite. Il aurait peut-être pas dû l'avouer sur son Twitter. En partant, fait que premier point. Après ça, pour un tournoi, tu donnes ton compte à quelqu'un d'autre qui joue pour un tournoi. À quel point t'es greedy que ton nom ou ton compte soit utilisé dans un tournoi? Ouais, il aurait juste pu avoir un sub, I guess. Tu sais, à quel point tu veux que ton compte soit joué ou que tu veux monter ta réputation au fait de risquer de perdre ton compte à ce niveau-là. D'après moi, c'est juste une question de greed et genre de ça va passer par-dessus le système à ce niveau-là. Tu sais. Mais comme on dit, qu'il ait triché ou non, le fait de partager son compte, à la base, c'est de la triche. Ouais. donc, c'est une forme de tricherie. Un bannable offense. Donc, qui a hacké ou non, il a triché. Dans le tweet, je sais pas si on peut revoir le tweet, mais il dit je peux pas. Prends la ligne qui dit je peux pas croire que vous pensez que j'ai triché. De partager un compte, c'est une tricherie. T'as vu que mon nom apparaisse dans un tournoi que t'as pas joué, t'as triché puis tu l'avoues. Mais. Ouais. Déjà, première ligne, tu dis vous pensez que je triche? Ben oui, t'es coupable, tu l'as dit. Mais t'es pas coupable de ce que tu penses qu'on t'accuse. I can't believe you all think I was cheating. Il partage son compte lors d'un tournoi. Quelqu'un d'autre joue à sa place, c'est de la triche. Fait que première ligne. Je savais qu'on l'avait invité pour une raison Firefox. Puis, tu sais, dans le chat, ça dit 17 ans ou whatever. Je sais pas si on parlait de Nook ou de ça, là, mais tu sais, s'il est mineur, ben, ça a l'air d'être du joueur typique que je vois beaucoup dans le sport. Puis après ça, on apprend puis on vieillit. On l'a tous fait à un moment ou à un autre, mais on pense qu'on est meilleur que tout le monde. Puis pour moi, c'est une question d'ego, tout simplement. Et à partir du moment que tu commences à monter la pente puis devenir bon, il y a tellement de choses qui nous se foncent dessus. Il y a tellement de hey, on va grimper, c'est le fin qui commence, c'est peut-être le début d'une carrière e-sport. T'as tellement de trucs à gérer autour de toi, tellement de non, faut pas que je compromette ma carrière, faut pas que je compromette mon potentiel. Des fois, c'est tellement de choses qui se font garocher sur nous. Hey, prends-moi ton compte, je vais te continuer à jouer à ton nom, puis on va monter ensemble. Tu sais, des fois, on se fait entraîner dans tellement d'affaires à cet âge-là aussi, en plus, on est tellement influençable. Ça, c'est mon petit côté avocat du diable qui prend un peu sa défense aussi, là. Je veux pas là-dessus. Ouais. Mais, à la base, à partir du moment que tu te crées un compte sur n'importe quel jeu ou sur Internet, dès que tu crées un compte sur n'importe quoi, que ce soit Facebook, Twitch, jeux vidéo, whatever, tu signes un contrat. Fait que dès que tu respectes pas le contrat, que personne c'est fini. Oui. Tu peux pas te dire ils m'ont ban injustement. Non, tu as signé un contrat, c'est à toi de le lire. C'est malheureusement ce qui est très rough avec Internet et les jeux vidéo de son jour. Les petits caractères puis le contrôle d'utilisation qu'on scroll puis on coche les lus puis j'accepte là. Il y a personne qui le lit puis après ça le monde se demande pourquoi ils se font avoir. C'est plus une question de sa réputation en tant que telle. Tu peux pas avoir une réputation de cheater genre aimbot. Genre, moi je m'en fous qu'il y ait un compte cherry genre peu importe les raisons là. Comme dans mon cœur je m'en fous. Non mais c'est même si pour moi c'est genre un account sharing parce que il a mal arrangé son temps puis il devait y aller ou peu importe genre peu importe la raison genre account sharing genre m'en fous là. Mais c'est juste que je pense le monde comme je veux protéger un peu sa réputation en mode genre s'il trichait genre en termes de cheat genre être meilleur genre. Sa carrière serait finie puis il serait lynché. Il y a quand même une distinction, c'est vrai. Là, après, pouvoir prouver que c'était pas toi, c'est une autre question. Là, j'imagine que moi, je suis comme Firefox, je donne le bénéfice du doute. Je le connais pas si bien que ça, mais on s'est quand même parlé sur Internet une couple de fois, puis il y a de l'air d'un gars que fine, il est incroyable, non? Ouais, mais il y a du up and down dans tout ce qu'il fait, mais c'est normal, surtout à cet âge-là, mais il y a de l'air d'un gars qui est très bon au jeu, qui est quand même dédié quand il joue, puis je vois pas pourquoi il l'aurait fait, mais bon. Who knows? Mais écoute, I don't know. Moi, si j'étais Riot, pas sûr que je lui donnerais un unban, là, mais ben, t'as-tu des réactions là-dessus? Ça semble être une erreur de jeunesse. En effet. Yeah. a learning experience, comme on dit. Ouais, exact. En espérant que Nook en apprend un peu. Puis quelqu'un peut-être va le pick-up puis il cherche toujours une équipe pour coacher. Après ça, moi j'allais peut-être lui envoyer un message, mais après ça, pas sûr que je veux mon branding là-dessus, malheureusement.
Ouais, c'est dommage chier, qu'est-ce que tu viens de faire, là? C'est pas chien. Wow. C'est pas chien. comme- Non, c'est de l'apprentissage, encore une fois. Non, mais c'est Ok, de l'apprentissage. J'allais littéralement Non, mais- lui envoyer un message quand il a mis ce post-là parce qu'on a recruté une équipe qu'on n'a pas encore annoncée publiquement. Puis là, le deuxième message, c'est un screenshot de il s'est fait ban sur Riot. Excuse-moi, mais je veux pas m'avancer, mais si une org va aller chercher ce gars-là comme coach, genre, je vois pas pourquoi tu le ferais, là. Vraiment. Ouais, non, je comprends. C'est malheureux, j'aime Noak, je l'aime, mais c'est juste la réalité de la chose. C'est un risque, mais je suis sûr qu'il y a une autre qui serait prête à prendre le risque. Tu sais, c'est pas Ouais. combien de fois on a vu dans le sport Mais professionnel tu vas des prendre gens le qui ont été risque accusés si- de prendre des stéroïdes ou whatever, puis Ouais. qu'ils se font kicker de l'équipe, puis finalement il y a une équipe qui va leur offrir un contrat pareil. Tu vas prendre le Il y a risque si quelqu'un ça qui- vaut le risque, mais comme Ah, Noak, en tant que coach, il a pas une réputation comme « Oh my God, c'est le meilleur coach ». tu sais. Non, Ouais, c'est ça. il n'y a plus le gros bout du bâton, c'est ça Exact. l'affaire. Je veux dire, Là, maintenant, c'est plus lui qui décide, c'est les autres maintenant. Exact. Ouais. Nous, on l'a C'est- déjà c'est- fait c'est- chez Mirage dans le passé, là, des risques comme ça au niveau de la toxicité, par exemple avec Taroko à Rocket League. Personne qui voulait le prendre. Nous, on a pris un risque, Ouais. puis on l'a encadré, puis finalement, regarde où il est en ce moment. Ah, c'est C'est parfait. une bonne chose. Ça, c'est un coup de dé tout le temps à ce niveau-là. Si tu donnes le bon encadrement puis que tu le tiens solide, tu l'encadres vraiment gros, si tu sais ça laisse solide, tu donnes pas de lousse, veux pas. Des fois ça peut marcher, mais des fois t'as pas le contrôle. C'est vraiment un coup de dé à ce Après, niveau-là. C'est un Après, il y a risque. un boy Jay dans le chat qui dit coacher sans pouvoir être in-game, ça doit être intense. Mais Il y a bon, beaucoup de coachs qui le font à ce niveau-là, que ce soit ouais. de l'analyse, tu regardes du replay, tu sais. Ouais, ou du Le monde coaching font staff, il juste regarde pas les games en streamer. direct. Ouais, c'est Yeah. ça. Il va Ou se tu fais juste streamer en même temps. il va se créer un compte. Là. Ouais, mais si c'est un hardware band, il peut pas. Ouais, À moins qu'il il va s'achète un aller- nouvel ordi. il va aller s'acheter une nouvelle ordi, mais il travaille. Hein. Ouais. Il pas fait de la cheap, les peinture, ordi. man. C'est vrai. Peu importe. Ok. Oh, Le sujet chaud. sujet Oh de my la soirée, God. selon Oh moi. là là. Vexo se lance en Corée, oui, vous avez bien entendu, en Corée, avec la fondation des Seoul Neons. Donc, Vexo revient dans League of Legends avec une nouvelle franchise de la série LCK Academy, donc la ligue ouverte coréenne de League of Legends en Tier 3, si je ne me trompe pas. Mais les pros en Ligue vont me corriger. C'est pas la première fois que Vexo s'aventure dans League of Legends. Apparemment, le projet de Seoul Neons aurait normalement dû voir le jour plus tôt en 2022, mais a été remplacé par une équipe de Rocket League, une équipe de Valorant. Vexo avait recruté leur première équipe à la fin de l'année 2021 dans le but de participer au LCS Proving Ground, mais après des résultats mitigés, ils auraient décidé qu'il valait mieux se concentrer sur leurs autres équipes. Every, que plusieurs connaissent, ou maintenant Félix Delagrave, ben pas maintenant, mais bon, c'est le nom sous lequel il utilise maintenant sur les médias sociaux. C'est le PDG des Seoul Neons. Donc, il a d'ailleurs créé un tout nouveau compte Twitter pour l'occasion, et je pense supprimer l'ancien. Puis j'ai quand même mes sentiments de pourquoi il aurait fait ça, si vous connaissez Avery. Bref, Avery dit que compétitionner à un haut niveau en Corée a toujours été un de ses rêves depuis son enfance, et que la mission des Seoul Neons serait de promouvoir la ville de Séoul et de développer l'industrie de l'e-sport dans la ville. Si vous connaissez la Corée et Séoul, c'est loin d'être une petite affirmation, cette phrase-là. Selon Avery, le nom de l'équipe a été choisi pour son symbolisme de la ville et pour attirer un public qui vient d'au-delà du e-sport. Donc, on vise déjà plus loin que juste ce qui existe déjà en termes de fanbase sportif à Séoul et en Corée, qui est quand même un gros marché. Une chose que Vexo aurait appris des sports traditionnels, selon eux, est que les gens ont un très fort sentiment d'appartenance à leur ville et que cela se reflète directement dans la façon dont ils soutiennent l'équipe qui représente cette ville, d'où l'idée des Seoul Neons. Aux côtés d'Avery s'ajoute Evelyn Anker-Barry comme chef des finances. C'est une jeune dame de 18 ans et étudiante en affaires, de ce que j'ai vu, ainsi qu'Alex Palmquist comme General Manager. Les deux ayant supposément 4 ans d'expérience en finance et gestion d'équipe dans des programmes de sport électronique collégiaux. Selon Avery, ou de ce qu'il m'a dit, ils ont comme 10 joueurs, donc 2 rosters, parce qu'apparemment, les rosters d'habitude sont de 10 joueurs pour avoir des backups en Corée.
eux, ils l'opèrent comme 2 rosters en ce moment, si j'ai bien compris. Il y a un roster qui a fini 10e et l'autre 22e récemment. Là, je sais pas c'était sur combien d'équipes, mais bon. Il a aussi dit qu'il aurait perdu environ 4 joueurs du roster initial durant leur off-season par des bonnes équipes, principalement des teams déjà franchisés en LCK, selon lui. Pour eux, ça aurait été quelque chose de très positif parce que c'est leur meilleur moyen, selon lui, de se faire un nom et que déjà beaucoup de joueurs veulent venir jouer pour eux. En Corée, il dit qu'il y a beaucoup de joueurs. C'est environ 25% de la population qui joue aux jeux vidéo, selon lui, en général. Et la population sur League est d'environ 15-20 millions de joueurs actifs. Par comparaison en Europe et Amérique du Nord, environ 10 millions de joueurs. Bref, c'est l'histoire, ou du moins l'introduction de cette histoire-là. Messieurs, j'ai des réactions, mais je vous laisse y aller avant. Donc, Vexo se lance une franchise avec Evry en PDG en Corée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un seul mot. Confusion. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis comme... C'est cool, mais en même temps... I don't know. Confusion. Ça semble... J'ai fait mes petites recherches, ça semble être du tiers 2, vraiment, l'équivalent Académie. Même pas. C'est tiers 3, mais c'est comment... C'est les Proving Grounds. Tiers 3 qui peuvent rentrer en tiers 2. C'est les Proving Grounds, mais c'est le genre... Ils sont dans une ligue où est-ce qu'il y a quelques équipes professionnelles, comme T1 par exemple, ont un club... Mais les équipes... ont un club de formation. LCK, ils ont genre... Tu sais, mettons Damwon qui a, je pense qu'ils ont comme une équipe académie puis 4 équipes amateurs, tu sais. Oui, c'est ça, c'est pas un roster numéro 2 d'une équipe professionnelle de LCK, là. C'est par exemple comme les subs, mettons, de T1 ne jouent pas là-dedans, c'est vraiment... On est dans du T3, probablement. Peut-être du bas T2, mettons, à la limite. Mais... I don't know. Ça me surprend de voir l'annonce. Je t'avais fouillé le roster pour voir un peu de quoi ça a l'air. Comme tu dis, tous les comptes viennent d'être créés. Les joueurs n'ont aucun compte Twitter avant ça. Ils ont genre tous 2 abonnés chacun. Là. Ouais, ce qui est normal. Joueurs à ce niveau-là. Ils n'ont pas de photo de profil, ils n'ont pas rien. Fait on connaît très peu. Est-ce que c'est tape à l'œil et c'est une belle expérience? Oui. Est-ce que ça fait parler d'eux? Oui. Ça peut être le début de quelque chose d'intéressant? Oui. Mais il me semble que c'est. Mais, il y a un mais, bien entendu. Je trouve que c'est un énorme pari qui peut très vite se transformer en fiasco monétaire. Ben, c'est là la question. C'est là la question. Combien ça leur coûte? si ça leur coûte rien, ben, c'est une belle expérience. Non, mais c'est ça peut. Ouais, c'est ça. C'est. Je souhaite que du bien dans le chat dit que ça coûte rien. Moi, je suis beaucoup sur la phrase que Evry était très honnête dans l'article qui a été écrit, puis peut-être par lui-même, j'en ai aucune idée, que c'était son rêve depuis un jeune âge de compétitionner en Corée. Puis je pense que c'est justement ça, ce projet-là. C'est Evry veut aller vivre en Corée, veut se faire un beau voyage, puis en même temps être dans l'e-sport. Donc, de ce volet-là, je vois le projet comme très cool. Moi, le questionnement, c'est plus pourquoi Vexo est là-dedans. Tu sais, si vous vous souvenez, Evry était avec Vexo, il était allé chez Valors, il y avait du drama un peu partout où est-ce qu'Evry allait, comme à l'habitude. Puis là, Vexo back une franchise des Seoul Neons en Corée. Je comprends aucunement la synergie là-dedans. Aucunement la synergie là-dedans. Même si ça marche en Corée, pourquoi c'est pas un standalone? Confusion. Le truc, c'est qu'il y en a d'autres des équipes qui s'appellent Séoul là, dans ces ligues-là. Là, comme c'est pas les seuls à représenter la ville de Séoul. Il y en a des Neons en Asie aussi, j'ose croire. Mais... Non, moi, après, moi, ça revient à des commentaires aussi que j'ai eu avec le projet des ailerons de faire des statements que je comprends sont des statements PR, marketing, whatever, mais qui sont tellement broad, là, t'es comme... On veut avoir un gros impact sur Séoul et la Corée en e-sport. C'est immense. Puis là, tu vas encore plus loin que ça, qui est déjà un huge statement. Tu dis, on veut attirer du monde qui sont pas des fans e-sportifs. Comme let's start avec les 25 millions de fans qui sont déjà existants avant d'aller plus loin. Là. Puis, tu sais, rien contre Evry, rien contre Seoul Neons, mais comme
C'est-tu vraiment fou qu'ils êtes le meilleur placé pour aller en Corée pour faire ça? Je sais pas c'est quoi les contacts, le réseau de contacts d'Avery, je sais pas c'est quoi sa maîtrise du langage. J'ose croire qu'il connaît un peu la culture et tout ça et la scène. Mais, like, let's start small. Let's be a little more humble, selon moi, au début. Mais bon, qui sait, comme Firefox dit, genre, y a-t-il un potentiel de faire quelque chose de vraiment cool? Absolument. Est-ce que c'est l'équipe à le faire? Peut-être. Je connais pas les deux qui entourent Avery, là. Je suis allé un peu regarder leur compte. Une jeune de 18 ans comme CFO, que j'ose croire, je sais pas, est au cégep ou au collège, avec un OnlyFans en lien sur son Twitter. Je suis sûr qu'elle a un OnlyFans. C'est peut-être pas la... Mais est-ce qu'elle peut ramener cette équipe où est-ce qu'elle veut aller? Oui, peut-être. Est-ce qu'ils auront de la misère, comme qu'on vient de parler, avec l'expérience, avec l'âge, avec tout ça? Je sais pas. J'espère qu'ils ont des contacts là-bas, parce que sinon, ça va être très difficile. Good. Nous, on avait de la difficulté à gérer l'équipe LFL qui est en France. Imagine en Corée, comment... Non, mais c'est ça. J'ose croire qu'il y a une information que j'ai pas. Genre, j'imagine que ces gens-là soit se connaissent très bien avec la Corée ou un réseau de contact ou quelque chose. Parce que s'ils commencent vraiment de zéro, it's gonna be really hard. Là. J'ai la misère à croire que... Avery disait, il dit ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose. Mais tu sais, c'est quoi le... Ben, ça lui coûte son loyer en Corée, I guess. Je sais pas s'il a déménagé là-bas ou pas. Là, mais... Je pense que niveau, genre, je pense que c'est comme le classique, tu sais, des logos, après ça, c'est des amis, whatever, genre, mais logo. Le truc, c'est que si tu veux... Vidéo, le contenu qui paye. Et des partenaires, tu veux avoir des partenaires coréens, je ça présume. Ça a dû leur coûter quelque chose pour cette vidéo-là, qui était quand même belle. Là. Ouais, c'est dans le temps, je pense que je l'ai fait. Puis, il a pas volé en Corée pour prendre ces shots-là, j'ose croire. Là. Mais non, c'est des generic shots. Yeah. Mais, ouais, ben, écoute, ça revient au même de te dire on va prendre une équipe full américaine, mais là, c'est un extrême encore plus grand, tant qu'à moi. Là. Ben, moi, je comprends déjà plus le move, dans le sens qu'on veut s'attaquer en Corée. Je comprends pas le rattachement avec Vexo, ça, c'est sûr et certain. Là, ça, je comprends pas. Mais je vois pas ça comme un move Vexo. Hein. Un projet personnel pour Avery. Puis voilà. Projet personnel. On pourrait-tu comparer ça à Mirage puis Liandra? Question mark? Non. Avery dit pour Vexo, ça va venir plus tard. Je pense que ils sont sûrement pas aussi avancés en termes de complexité, puis de business, puis de juridique derrière ça. Mais moi, je pense que ça pourrait être super intéressant comme projet s'ils commencent réellement à parler de « OK, c'est-tu vraiment une franchise de Vexo? C'est-tu un spin-out? C'est-tu partly owned by Vexo? Genre, c'est quoi l'intérêt que Vexo aurait dans une équipe là-bas? » Là, j'ose croire qu'aussi, éventuellement, s'ils veulent vraiment rentrer de l'argent, ils vont incorporer une business en Corée, qui est loin d'être évident, puis que j'imagine va coûter quelque chose, à moins qu'encore une fois, ils ont un avocat coréen dans la famille. Mais si tu veux vraiment aller chercher tous les statements qui ont été dit dans cet article-là, man, c'est un huge project, c'est super intéressant, mais de ce que je sache, Vexo même n'est pas incorporé. Donc, il y a comme un chemin à faire. Ouais. T'sais, nous, on l'a vécu en France, puis France, Québec, pas si mal, tu sais, normalement. Au moins, il y a la langue, la langue culture, est là. Il y a quand même certains accords entre les deux pays. Québec, Corée, incorporation, ouvrir un compte de banque, tout ce qui est légal. Easy. Ben, écoute, c'est de la belle expérience. C'est de la absolument belle expérience. Ouais, non, ça, c'est l'expérience, c'est là, boys. Tu promets ça dans mon CV, là. eSport in Korea Manager. Mine de rien, PDG d'une compagnie et d'une équipe e-sportive en Corée. Comment? C'est vrai que c'est un beau flex. C'est vrai. Ouais. On peut parler à n'importe qui après ça. Là. Ouais, non, c'est un bon flex, puis c'est un trip. Si c'est un rêve après ça, why not? Qui c'est cool. Puis je veux dire, tu sais, je parlais un peu négativement en introduction, mais c'est parce que je voulais faire un petit impact. Mais tu sais, au final, faut partir quelque part. Puis si tu le laissais pas, tu sauras pas si ça marche. Ça, de l'autre côté. Fait que si c'est un rêve, on part quelque part. Able est parti quelque part, Mirage est parti quelque part. Tout le monde est parti quelque part au niveau des organisations e-sport. Si son rêve, c'est. Après ça, s'il décide qu'il veut percer en Corée et avoir une petite racine québécoise sur le side, why not? Après ça, à ce niveau-là, pourquoi pas?
Écoute, on a une belle histoire québécoise en Corée. On pourrait en avoir une deuxième dans les années 2000. On a une des années quasiment pré-2000, pas à ce point-là, mais avec un champion de StarCraft québécois là-bas. Et ben là, on a peut-être droit au début, au balbutiement du deuxième gros projet québécois en Corée qui va conquérir le monde à ce niveau-là. J'ai Ça me hâte. parle de StarCraft, là. Ça me parle de StarCraft, là. Je suis mort, là. StarCraft, c'est décédé. cool, c'est le meilleur jeu. Yeah, c'était. Oui, Scarlett, c'est un gros projet. Oui, bon, le chat me revient avec ça. Oui, mais je parle. Scarlett, c'est pas une superstar. C'est une superstar de chez nous de StarCraft. Puis une super joueuse de StarCraft à ce niveau-là. Mais je parle pas. Elle est ontarienne de mémoire, par exemple, Scarlett. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose, elle est ontarienne. Il y avait des Pour le chat. racines, mais ouais. Mais je parlais de. Comment il s'appelle? Guillaume, à l'époque, du Broad War, me semble, de mémoire. Il gagnait tous les tournois en Corée. À l'époque, c'était à la télévision. Il n'y avait pas de Twitch encore à l'époque. Mais en tout cas, ça, c'est une petite parenthèse à part. J'évague. C'est mon côté boomer. C'est mon côté boomer qui radote. Écoutez, oubliez ça, les jeunes. Et envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Pour revenir au sujet des Seal Neons, s'il veut partir avec le projet Every, let's go. T'sais, qui sommes-nous pour lui dire. C'est facile de dire ça marchera pas, c'est niaiseux ton projet, qu'est-ce que tu fais là-bas, tu sais? C'est lui qui l'a parti, c'est à lui à nous prouver que ça marche, puis j'y souhaite la meilleure des chances, let's go à ce niveau-là. Mais de la manière que c'est annoncé, c'est curieux de voir Vexo. C'est une annonce qui sort de nulle part, on va se l'avouer. Très de nulle part. Mais c'est juste ça, c'est juste surprenant, c'est comme surréel, c'est comme ça a l'air big, alors que c'est pas si big que ça. Mais encore là, même si c'est pas si big que ça, on trouve ça trop big, genre. It's until you make it. Exact. So, I don't know, c'est comme good luck, puis prouve-nous qu'on a tort. Si ça marche pas, promis, on te dira pas, on te l'avait dit, c'est pas ça le but du tout. Bah, mais moi, je vais lui dire en Espagne. Non, moi je vais dire, on te l'avait dit. Non, mais ça serait très très cool. Puis tu sais, même si ça marche pas, puis je dis pas que ça va pas marcher, mais même si ça marche pas, encore une fois, comme on le dit, c'est une expérience très très cool, surtout s'il s'en va là-bas, puis si c'est, comme tu dis, un rêve d'enfance. Il dit qu'on verra le rapport du rattachement avec Vexo. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que le rattachement, c'est juste que Every et Zopix, c'est des amis, puis c'est correct, c'est cool. Mais je pense que Vexo commence à s'étaler un peu, pas pour dire pour rien, mais comme focusser sur quelque chose où est-ce que vous avez plus de... pas de concret, mais plus d'aptitude, plus de synergie qu'une équipe comme littéralement que vous avez sûrement jamais voir, à moins que vous faites un voyage vraiment cool, là, mais... bref, c'est... La seule chose que j'espère, c'est que c'est pas au profit, on va dire, tu sais, que Every gagne de l'expérience au profit de l'argent que Vexo va investir dans ce projet-là. J'espère que non. Je sais pas où est-ce que l'argent de Vexo va venir, mis à part de la poche de Zopix. Puis je sais pas ce que Zopix fait dans la vie, mais je pense qu'il est au cégep, fait que j'ose croire qu'il est pas... c'est un entrepreneur, bro. Il est pas made of money entrepreneur. non plus. Je sais pas, man. Peut-être qu'il a hérité. Moi, j'espère. Moi, j'attends juste ça, hériter d'une somme d'argent pour être dans les e-sports, man. J'attends juste ça. Je sais qu'il manque de l'argent, man. Ben, il en manque parce que l'argent est vite brûlé en e-sport. Hein. Si on a vu certains chiffres sortir récemment et dans les dernières années, il y en a de l'argent qui rentre, mais il y en a encore plus qui se fait bouffer vite. Ok, d'autres commentaires, réactions sur la Corée, Vexo et notre ami Félix. Où est-ce qu'on passe à Nintendo? Yes, sir. Nice. Ok, une nouvelle un peu rapide puis light là, après ce qu'on vient de vivre avec notre ami Avery. Donc, la tournée estivale de Nintendo Switch au Québec. Nintendo annonce sa nouvelle tournée qui lui permettra d'apporter sa magie à travers le pays cet été. Donc, c'est une activité organisée par Nintendo qui donne la possibilité de jouer aux plus récents titres de la console Switch, dont Mario Strikers Battle League, Nintendo Switch Sports, Kirby and the Forgotten Land. Vous pouvez aussi, si vous y allez, courser sur plusieurs nouveaux circuits dans Mario Kart 8 Deluxe. Là, c'est vraiment plus...
À moins que j'ai la Familial. mauvaise... C'est vraiment plus familial, à moins que j'ai vraiment la mauvaise impression. Mais quand même cool. C'est... Pour ce qui est du Québec, la tournée estivale s'arrête à Sherbrooke en juillet, puis à Saint-Hyacinthe en août. Fait que plusieurs arrêts en Ontario, en Colombie-Britannique aussi. Fait que la fête du Lac des Nations du 19 au 24 juillet, puis l'expo agricole de Saint-Hyacinthe du 4 au 6 août. Je tenais à le souligner juste parce que, il y a des événements. Il y a des événements LAN, il y a des compétitions, il y a des tournois, mais il y a des événements cool aussi par des créateurs de jeux vidéo que, ça peut valoir la peine d'y aller et peut-être que Tienne peut aller faire une vidéo avec Beaver. Je sais pas s'il y a de la poutine à ces événements-là ou pas. Mais là, chez nous, avec la poutine aussi. Là. De quoi là chez vous? Ça fait 2 heures que vous avez sorti la vidéo. Là, on se calme. You can't take the heat already. Oh my god. Non, mais. Comment tu vas être une célébrité de poutine? Là? De quoi de célébrité de poutine? C'est un concept. On pense à des concepts, nous. Puis en plus, c'est trending. Dans voilà, I bought into your concept. Mais ouais, non, je sais, mais en plus, fun fact, genre, ça fait comme 1 mois, peut-être qu'on a, genre, comme tout setup et tout ça, genre. Puis on a tourné il y a 2-3 semaines. Puis là, la poutine, elle commence à être trendy, genre. Comme le monde commence à faire des reviews. La poutine recommence à être trendy. Ouais, il y a genre il y a une époque, genre... calme. La poutine n'est vraiment pas trendy à cause de vous autres. Elle commence à l'être parce qu'on a eu un super beau week-end de chaleur. Tout le monde est sorti des cantines en fin de semaine. Puis il m'a dit la poutine has been trendy for a while. Non, ouais. je parle genre sur les réseaux pas le saut, là. des Gen Z, ok? Les Gen Z, genre, on voit de plus en plus de reviews de poutine sur les réseaux sociaux de Gen Z, sur TikTok, tu vois? Okay. Puis là, tu vois, fait que là, genre, on a un bon timing parce que c'est trendy en ce moment. Mais ça donne quoi d'avoir des poutines sur notre téléphone qu'on peut avoir dans notre assiette à la place, là? We can have both. I don't know. On peut regarder la vidéo de Tienne et manger une poutine en même temps. Ouais, je vous dis que ça donne fin à la vidéo. Poutine Inception. Ça donne vraiment, ouais. Bon. Ça donne vraiment, je sais pas si vous avez des réactions pour Nintendo, mais sinon, il y a quand même une nouvelle assez intéressante sur le dernier sujet. Mais je vous laisse réagir Nintendo avant. Si vous avez des réactions. Pour avoir participé, je fais une petite parenthèse, j'ai participé à plusieurs événements de la tournée Nintendo avant COVID. À ce niveau-là, parce que c'est de quoi qui se faisait. Ceux qui ne le savent pas, avant la pandémie, on faisait beaucoup d'activités dehors et de LAN et d'activités. Et Nintendo était quand même assez fort sur ce genre d'événement-là aussi. Bien sûr, Nintendo of Canada, Nintendo Canada, bien entendu, ici pour la division aussi. On mettait beaucoup d'emphase sur le volet francophone, honnêtement, avec beaucoup d'événements à Montréal, à Québec et dans d'autres petites villes, autres que Montréal et Québec. Un peu comme les 2 événements qu'on va voir ici. Là, ils s'attachent à des événements. Un festival, entre autres, à Saint-Hyacinthe. Puis l'autre, c'est en juillet, l'autre ville, pardon, tu m'avais dit. Sherbrooke, c'est ça. Donc, tu sais, il vient s'attacher à des événements. Cadre très familial, c'est Nintendo, on n'est pas surpris. Mais pour l'avoir fait par le passé, c'est totalement dans leur lignée. Souvent, ça va être des booths extérieurs. Ils vont avoir des gros posters, plein de consoles, des télévisions. Très souvent des mascottes déguisées à ce niveau-là, prendre des photos. La majorité du temps, ou en tout cas tous ceux que j'ai fait, 100% gratuit à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pour offrir l'occasion d'étendre leur marché à ce niveau-là, d'avoir du concret sur le terrain. Tu sais, c'est pas nécessairement de quoi, dans ce genre d'événements-là, c'est pas PlayStation ou Xbox qui le ferait dans des petits événements, à mon avis, à ce niveau-là, sans rien leur enlever, mais c'est pas leur marché en tant que tel. Fait que Nintendo commence à le faire maintenant que, bon, on est moins en mode COVID-19, moins en mode isolation, plus en mode on refait des événements en présentiel. C'est vraiment le fun de voir que c'est toujours dans leur lignée de le faire à ce niveau-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis, ils ont toujours eu une approche très, très, très friendly avec les médias à ce niveau-là. Et puis, généralement, au Québec, ils ont tout le temps du staff à 99,9% francophone. Aussi, à tous leurs événements au Québec. C'est vraiment cool à ce niveau-là pour ça. Merci. Fait que c'est ma petite parenthèse sur les événements passés de la tournée. C'est cool. C'est cool d'avoir quelqu'un qui est allé. Moi, je suis jamais allé, mais bon, vu que j'ai 2 petites maintenant, peut-être je vais faire un tour, bien que Sherbrooke, c'est pas à côté. C'est à côté, mais pas à côté. Tout est à côté au Québec. Tant qu'il y a de la poutine sur la route, tout est à côté. Ouais. Avec des petites dans la voiture, c'est pas à côté. Dernier sujet de la soirée que certains ont peut-être pas vu passer.
une mise à jour de YouTube Canada sur la loi sur le streaming en ligne. Donc, le 21 juin, la Chambre des communes a voté en faveur de la loi sur la diffusion en ligne, ou mieux connu sous le nom du Online Streaming Act, aussi appelé le projet de loi C-11. Le projet de loi a donc été envoyé au Sénat. Des milliers de créateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant ce projet de loi-là, mais selon certains, celles-ci n'ont pas été prises en compte dans les plus récents amendements au texte de la loi. Fait que bon, pour ceux qui sont moins familiers, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que cette loi-là, puis pourquoi on en parle. La loi sur la diffusion en ligne, ou encore une fois le projet de loi C-11, vise à élargir l'actuelle loi sur la radiodiffusion du Canada pour soutenir la création, la promotion et la découverte du contenu créatif canadien, ou CanCon, à l'ère numérique. Fait que comme on dit de même, sounds pretty good, mais il y a quand même des impacts, surtout sur les plateformes ouvertes ou comme YouTube, qui pourraient être non négligeables s'ils s'avèrent, si éventuellement ils vont se réaliser. Fait que, c'est le projet de loi qui confère des nouveaux pouvoirs étendus au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou le CRTC, un organisme de réglementation gouvernementale, pour décider de la manière que le contenu est présenté aux spectateurs canadiens sur des plateformes comme YouTube. Fait que ce projet de loi-là exigerait que les plateformes apportent des contributions financières pour produire du contenu canadien, de 1. Puis je note qu'en 2020, l'écosystème créatif de YouTube a apporté une contribution de 923 millions de dollars au PIB du Canada et l'équivalent de plus de 34 000 emplois. Selon YouTube Canada, présentement, les Canadiens sont en charge de l'expérience sur YouTube. Fait qu'il n'y a pas de limite, le gouvernement ne s'émince pas. On a la page frontispice de YouTube, puis ça tombe bien avec votre vidéo, justement, Beaver à toi, Étienne, le sujet. Il y a des vidéos qui vous sont recommandées basées sur ce que vous avez aimé, ce qui est en train de trender, etc. Fait qu'il essaie présentement, YouTube Canada, d'éviter de placer justement un organisme de réglementation gouvernementale entre les spectateurs et les créateurs. Fait que cet organisme-là aurait le pouvoir de décider de ce qui peut être mis en avant et de ce qui ne peut pas l'être. Fait que ce sont quand même des décisions qui pourraient avoir un impact profond sur les créateurs canadiens et sur la façon dont ils gagnent leur vie sur la plateforme. Le gouvernement a quand même déclaré qu'il n'avait pas l'intention de réglementer le contenu généré par l'utilisateur ou User-Generated Content, mais le président du CRTC a confirmé que ce type de contenu-là reste dans le texte du projet de la loi, ce qui ouvre la porte à sa réglementation potentielle ou même éventuelle. Fait que le point que les gens essaient d'émettre ici ou de mettre de l'avant, c'est que les caractéristiques de la plateforme ouverte du type YouTube diffèrent de celles des diffuseurs traditionnels et les dispositions du projet de loi devraient simplement reconnaître ces distinctions-là. Fait que la demande est pas mal de ne pas réglementer les plateformes ouvertes comme les radiodiffuseurs et mettre du langage spécifique dans le projet de loi pour exclure User-Generated Content, ou comme la vidéo de Beaver Étienne, de la réglementation du CRTC. Fait que le gouvernement le dit, ils veulent pas réglementer ce type de contenu-là. Fait que ce que le monde demande, c'est justement, faites juste explicitement le dire dans la loi pour pas laisser entrouverte cette porte-là. Selon le libellé actuel de la loi, le CRTC aurait l'autorité de faire plusieurs choses. 1. Déterminer la façon dont le contenu apparaît sur la plateforme, y compris la page d'accueil de YouTube et la section « Regardez ensuite » ou « Watch next ». Appliquer des règles qui obligent les créateurs à prouver que chaque vidéo qu'ils téléchargent répond à la définition juridique de ce qui est suffisamment canadien pour être admissible. Donc, plus de temps et de ressources pour le faire. Moi, pour l'avoir fait quand Able a organisé notre tournoi de Fortnite qui était diffusé en direct sur les ondes de TV de Jinx TV Canada, c'est quand même de la job remplir ce type de formulaire-là et ces critères-là. Fait que s'ils exigent ça à chaque fois que tu rentres une vidéo, ça devient lourd comme processus, puis je dis pas qu'ils vont le faire. Ils peuvent aussi exiger la promotion artificielle de certains créateurs au détriment des fonctions que YouTube a en ce moment. Fait qu'ils pourraient mettre de l'avant des créateurs de contenu canadiens aux spectateurs canadiens sans prendre en compte tout l'algorithme qu'il y a derrière YouTube. Ce qui crée, ou ce qui pourrait potentiellement créer un risque que ces vidéos-là, même si je suis canadien, je ne suis pas intéressé. YouTube a un très bon algorithme pour comprendre mes intérêts. Si je ne suis pas intéressé,
j'écoute pas la vidéo ou j'écoute 10 secondes puis je décroche. S'il y a plein de monde qui font ça parce que les vidéos sont pas pertinentes, mis à part le fait qu'elles sont canadiennes, l'algorithme commence à punir ces vidéos-là mondialement. Fait que pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, où est-ce que ces vidéos sont pas mises de l'avant, ben l'algorithme YouTube aurait comme compris, ben c'est pas intéressant, fait qu'on va pas le montrer aux autres. Puis ça peut aboutir au fait que ben, ça diminue tes revenus. En plus, le CRTC peut réglementer la durée et le type des publicités sur les chaînes des créateurs, ce qui, encore une fois, peut venir impacter les revenus. Fait que, bref, ça peut être un non-issue dans le sens que le gouvernement ont pas mal dit qu'ils veulent pas réglementer le user-generated content, mais la porte est quand même ouverte. Et s'ils commencent à réglementer les YouTube de ce monde comme ils font les canaux TV ou radio de ce monde, il y a quand même un disconnect, puis c'est ça que le monde a peur. Bon, je pense que je l'ai expliqué, même si c'était un peu long. Je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus, si vous pensez que justement, this is not an issue, ou si vous pensez que justement, il faudrait qu'on essaie de la changer, même si maintenant c'est peut-être un peu trop, une couple de journées trop tard, mais il y a quand même un last chance to fix si vous voulez aller signer sur Internet. Là. Mais genre, moi, étant comme quelqu'un qui écoute puis qui produit quand même du contenu, tu sais qu'on est quand même dans ce monde-là. De base, quand on m'a dit il va y avoir une loi pour comme recommander le contenu canadien, je suis comme OK, comme ça va être bon. Mais là, tu te rends compte, quand genre tu vas te mettre YouTube à dos en tant que tel, c'est pas la meilleure des on a peur que ça mette YouTube à dos en mode OK, mais on va recommander plus de contenu canadien au détriment des autres. Ça fait en sorte que genre on pourrait juste avoir, comme tu disais, genre des contenus canadiens, même si c'est pas notre fun, parce que YouTube est un peu frustré contre le gouvernement canadien. Il fait bon, on va faire. C'est que c'est le gouvernement qui va choisir. Ou qui peut choisir. Après, concrètement, comment ils vont faire ça, I don't really know. Et aussi le fait que on en a parlé beaucoup avec Tim durant un souper, qui est aussi un autre créateur de contenu sur la plateforme qui connaît très bien YouTube, c'est que on pense que ça pourrait avoir un bon avantage pour les petits créateurs, que genre donner une chance puis comme tu sais qu'on les voit évoluer, mais que pour les plus gros ou ceux qui sont déjà établis, ça pourrait comme littéralement réduire leur c'est ça que le monde a dit. Le monde a dit ça peut être bon pour les petits créateurs canadiens parce que t'as plus de chances que ta vidéo soit mise de l'avant. Mais après, si ta vidéo est mise de l'avant, comme je viens de mentionner, juste à cause que c'est canadien, tu peux être puni à cause de ça. Si le monde clique sur ta vidéo puis ça les intéresse pas ou même juste font comme skip, l'algorithme YouTube va te punir au final. It doesn't become good for you. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même un potentiel d'être mis de l'avant plus que tu l'es maintenant. C'est après ça intéressant. Je rejoins un peu Beaver là-dessus sur ses arguments aussi. J'ai l'impression que ça peut faire un peu comme l'effet du e-sport québécois à ce niveau-là. Dire hey, on va créer un roster 100% québécois puis tout ça. Tu crées une story quand tu veux démarrer. Tu vas aller chercher ta visibilité locale parce que tu démarres. C'est un projet d'ici. C'est cool, ok. Mais rapidement, ça peut t'empêcher de grandir à ce niveau-là si tu focuses sur là-dessus. C'est le même principe. Si tu veux grossir sur les internets, ben le but des internets, c'est d'atteindre un public que jamais tu atteindrais avec les médias traditionnels ou des façons traditionnelles il y a 30 ans, 40 ans au niveau de la marketing, publicité ou même du social en personne. Le but, c'est que tu as accès à une audience infinie et c'est comme ça que les gens réussissent à faire de l'argent. Grâce à une audience infinie, vu qu'ils ont vu la publicité qui joue avant ton vidéo, tu vas recevoir 1% d'une scène par personne qui l'ont regardé. Au final, si ça plaît pas, puis le gouvernement décide d'imposer il y a toujours un ici qui est très important parce que c'est pas fait. Ça veut pas dire que ça va se faire. Mais s'ils décident de serrer la vis, mettons comme YouTube, qui est le cas qui est ici, puis décider on va choisir du contenu, ben c'est juste les corporations s'en rendent de plus en plus compte, les grosses compagnies ont de plus en plus de pouvoir. Je fais une petite parenthèse. Il y a des menaces ici il y a eu des menaces aux États-Unis envers Disney à propos des lois parce que, je fais une petite parenthèse qui est un peu hors sujet, mais Disney veut protéger les employés à cause de la loi après ça sur l'avortement et tout. Disney World dit on va protéger notre loi
en Floride, le gouverneur dit vous n'êtes pas capable, nous on va vous imposer des amendes si vous faites ça, tout ça. Disney a dit comme ok, bon, on vend notre parc puis on va s'installer dans un autre État. On s'en fout de perdre de l'argent, c'est vous autres qui va perdre tous les profits et les emplois ici. Nous on change d'État à ce niveau-là. Ils ont fait la menace, c'est passé sur les réseaux sociaux. Fait que les grosses corporations, les gouvernements peuvent pas imposer des sanctions trop grandes ou des décisions trop grandes là-dessus parce qu'ils savent qu'au final, ils vont être perdants au niveau du revenu qui va rentrer à ce niveau-là. Donc, je pense pas qu'ils vont faire. Ils vont peut-être amener une loi pour se garder un jeu éventuellement puis amener des petits points petit à petit. Mais jamais je verrais faire un move drastique de A à Z à ce niveau-là parce que d'un, ça va juste couper l'herbe sous le pied à plein de créateurs qui vont décider d'aller ailleurs tout simplement ou qui vont trouver une autre plateforme ou un autre moyen de créer du contenu qui échappe au gouvernement. Puis YouTube va juste se fâcher puis décider, ben gars, le Canada c'est rendu l'exception. On l'a vu dans les autres pays, les jeux vidéo qui sont pas disponibles dans d'autres pays. Je pense à Overwatch qui, Overwatch on coupe le jeu à certains endroits parce que pas de lootbox. Blizzard l'ont fait dans certains pays, pas de lootbox, pas de jeu. Ben, pourquoi YouTube pourrait pas le faire ici? Ils vont perdre un peu d'argent, mais ils vont dire que ça va être plus compliqué de créer le contenu, puis ça va coûter plus d'entretien que de revenus qu'on fait. À la limite, dans le cas extrême, je verrais juste YouTube ne plus être ici si c'est trop de trouble. Ou ils vont mettre le minimum, ils vont un YouTube Canada. Ouais. Je serais pas surpris que ça escalade demain. Donc moi, honnêtement, le projet de loi ne me fait pas peur à court et à moyen terme à ce niveau-là. C'est important d'en prendre conscience puis de s'impliquer et d'essayer de le modifier ou de dire ce qu'on pense à ce niveau-là. Mais à court et moyen terme, moi, honnêtement, ça m'inquiète pas trop parce que les conséquences, le gouvernement perdrait trop au final à ce niveau-là. Ils veulent essayer de prendre du contrôle d'un coup sec. S'ils essayent, il y a toujours un si qui est important parce que on spécule en ce moment. On voit un petit trou dans un projet de loi qui peut-être ne sera jamais exploité dans les 50 prochaines années. Moi, je pense que c'est ça. Puis moi, j'ai 3 points là-dessus. Un, Cytotonic ou Cytotonic est dans le chat puis il dit ça fait quoi quand tu as une business québécoise qui fait du content que tes clients sont US? En théorie, ça devrait pas te dommager parce que aux États-Unis, YouTube va garder l'algorithme qu'ils ont. C'est le potentiel où est-ce que toi, tes vidéos vont être promues à des Canadiens sans pour autant prendre en compte l'algorithme YouTube qui est bon pour savoir qui pourrait être intéressé par ta vidéo. Fait que si YouTube met ta vidéo devant du monde qui sont pas à la base intéressés, mais juste parce qu'ils sont Canadiens, ta vidéo pourrait en souffrir dans l'algorithme, genre avoir un score qui se rabaisse parce que le monde clique puis déclique. Puis là, ça va impacter tes views US parce que ta vidéo aurait perdu du pointage, entre guillemets. Fait que ça, c'est un. L'autre, c'est, sur ton dernier point, Firefox, moi, je pense que, le gouvernement n'a pas les ressources, ni le know-how, ni en pratique une façon de s'immiscer dans tout ça. Parce que, tu sais, avoir travaillé avec et même dans le gouvernement, comme je pense qu'on est dans des années-lumière où est-ce qu'ils vont pouvoir faire de quoi sur YouTube. Et finalement, je pense que c'est un non-issue dans le sens que ils ont même pas pensé à ça. Genre, je suis certain qu'ils n'ont pas pensé à ça. Eux, ils pensent encore à comme qu'est-ce qui est à la radio, qu'est-ce qui est à la télé. Puis c'est correct, mais c'est comme they're not with the times en bon français. Fait que ça laisse un risque, mais que je pense est très théorique, selon moi. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés puis ils ont dit on va recommander plus de YouTubers canadiens. Ils vont se faire plus de vues, ils vont se faire plus d'argent. Je pense pas qu'ils vont toucher à YouTube. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont toucher à YouTube. Ils font ça parce qu'ils veulent sur les postes télévisés puis sur la radio canadienne, ils veulent mettre du contenu canadien. Puis on le sait, le gouvernement met de l'argent dans tout ce qui est art canadien, puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais comme, tu sais, nous, on fait affaire avec Jinx TV Canada pour nos diffusions de tournois, Fortnite qu'on avait fait. Puis Jinx a littéralement un budget du gouvernement pour aller trouver du contenu e-sportif canadien. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. They are begging people for content. Là. Fait que je pense pas qu'ils sont rendus. Je pense pas qu'ils sont rendus sur du social. Je pense pas qu'ils sont rendus sur du social. Puis tu sais, moi j'en avais parlé à Tienne il y a longtemps, là, mais je pense pas qu'ils sont rendus sur du social media platform. Genre, je pense même pas qu'ils comprennent YouTube. Puis je pense que c'est pour ça qu'eux ils ont dit, guys, don't worry, on veut pas réglementer le user generated content. On sait même pas c'est quoi, tu sais. C'est mon impression. I can be wrong. Mais fait que la loi veut faire quoi dans le fond?
promouvoir c'est pas les médias canadiens sur les plateformes traditionnelles. Selon moi. Le CRTC, man, il a jamais touché à YouTube. Il va jamais toucher. Non, puis il commencera pas, honnêtement. Il appelle encore ça du radiodiffusion, là. Comme... Yeah. ils sont bien à ce niveau-là parce que ça les base, puis c'est surtout plus gros qu'eux à ce niveau-là. Ben oui. On parle pas de radio où c'est qu'il y a une infrastructure physique à ce niveau-là, puis ils contrôlent à ce niveau-là, puis c'est une diffusion quand même locale, même si les radios ou les télévisions peuvent diffuser sur Internet. Souvent, c'est pas le but. Ils vont chercher un marché local à ce niveau-là. Puis quand je dis local, je parle au niveau du Canada, mettons, versus le monde. On est dans un monde totalement différent, mais ça montre indirectement que veut pas, à un moment donné, il y a un conflit générationnel. Puis là, on commence à rattraper le fait que, de plus en plus, les gens connaissent que ça existe aussi à un moment donné. Fait que, veut pas, ça va s'amener au niveau du gouvernement. Ce genre de choses-là, puis ce genre de réflexion-là sur le sujet. Ils sont juste toujours des années en arrière, là, c'est tout. Yeah, mais ils toucheront pas à YouTube, tu sais. Ils ont essayé, tu sais, ça a fait un tollé puis ça a pris tout pour réussir à taxer Netflix au Québec et au Canada à ce niveau-là, le marché. Ça a tout pris puis on a entendu parler non-stop au gouvernement sans arrêt puis Netflix a tenu son bout tout le long puis c'était la merde totale. Fait qu'imaginez s'ils s'attaquent après ça à YouTube. Là, après ça, ils vont se mettre tout le monde à dos. Là. Ça arrivera pas à ce niveau-là. Oui, ils vont réussir finalement l'attaque. L'idée de base derrière le fait, Netflix doit de l'argent parce qu'ils ne chargent pas la taxe à la vente. Ok, maybe. Il y avait un argument à se comprendre. Je peux comprendre parce que bon, il y a un contenu canadien qui est envoyé aussi à ce niveau-là dans Netflix et tout ça. Mais, moi, je suis down qu'on promouvoie du King of the Spike, hein, je sais pas. Ben oui, moi personnellement, je consomme plein de contenu spécifiquement canadien sur YouTube à ce niveau-là. Je dois avouer, c'est un peu un hasard, mais je suis content de dire que c'est des créateurs de Vancouver, c'est des créateurs d'Ontario. C'est beaucoup de contenu anglophone parce que je consomme beaucoup de contenu en anglais via Twitch, YouTube, tout ça. Mais je suis fier de dire, j'aime ça. Puis en plus, c'est canadien, c'est fait de chez nous. Fait que quand c'est le temps de les encourager ou whatever, ou de le share, ou ils font un event ou whatever, ça me fait encore plus plaisir de dire, c'est quelqu'un d'ici qui réussit. Maudit. Tant mieux. Fait que moi, pour voir le contenu canadien, j'ai pas de problème avec ça. Il n'y a pas juste du stock plate au Canada à ce niveau-là. Là. Honnêtement. Il y a du bon contenu. Ouais, il y a la vidéo 5$ versus Poutine. Si vous voulez, si tu veux aller voir. Parle-moi pas de Poutine, là. J'entends assez parler ça en nouvelle depuis plusieurs mois, Poutine, là. Yeah. C'est trending, apparemment. Trending. Vous avez pas compris, mais finalement, c'est à cause d'un certain autre conflit que vous êtes trending. Vous avez pas compris, finalement. Non, on comprend tout, nous. On est Poutine. Bavin, t'as-tu des commentaires sur la loi C11? Non, vous avez pas mal tout dit. Merci, Yann. Merci de ton acte de présence. C'est Messieurs, vraiment chrétien. Ça fait le tour des sujets. Je sais pas si vous avez des shout-outs, des sujets ou des réactions avant qu'on close the stream. The floor is yours, comme on dit. Non. No floor? Ok. Je m'excuse pour mon retard. Je pensais qu'il était beaucoup plus tôt. T'as-tu gagné? Mon chandail le dit ici, là, I post my game to be here, finalement. Pausing online ranked League of Legends games. Yeah, c'est ça. On a forfait la game à 5. J'ai déjà un meeting. Fait que, on a forfait la game. Puis on va aller se reprendre tantôt. Fait que, je pensais qu'il était beaucoup plus tôt. En fait, on était qu'il était genre 6h15 et pas l'heure qu'il était. Donc, shout out à la vidéo de Tienne et Beaver. Allez l'écouter sur le YouTube à Tienne, I guess, right? Un nouveau. C'est un nouveau YouTube. Une chaîne qui s'appelle T, mais pas encore assez grosse pour que ça fasse ça. Fait que c'est 5$ versus 100$ Poutine, le titre. Voilà. Quand les ramène à 1$ versus 10 000. Vidéo numéro 2. Ouais. Beaver, attention à ta ligne, là, hein, éventuellement. Attention à ma ligne. Une petite vidéo de salade ou quelque chose. Non, mais écoute. Just saying, summer just started, là. Non, je sais. Mais écoute, je pense que je suis dans un point de non-retour. Fait que voilà. La poutine à 100$ aujourd'hui, Epic Meal Time demain. Let's go. Ouais, c'est ça. Bon, messieurs, merci Firefox, Bavin, Beaver d'avoir été là. Encore une fois, des discussions assez intéressantes, du moins pour moi. Merci à tout le monde dans le chat et tout le monde qui écoute peut-être ça plus tard sur YouTube ou sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify.
partagez, likez, commentez. Comme vous le savez, on partage une question à chaque semaine sur les socials des Bully Sports. On veut vous entendre, venez participer à la discussion. Jason eSport, c'est vraiment comme ça qu'on va faire grandir notre scène. Et de se faire entendre sur certains sujets qu'on peut voir comme peut-être des risques à ce qu'on fait, i.e. la loi C11. Et sinon, si vous avez un intérêt pour venir sur le podcast, n'hésitez pas non plus de reach out. On aime inviter tout le monde. Je me suis fait dire que Babin, ça fait 2 semaines de suite qu'il est là, donc le monde ne sont pas contents. Une prochaine, ça va être Beaver pour une... Moi, il faut que je fasse 3 Ok, là, c'est une compétition entre les deux, c'est bon. Dans le fond, moi, je peux me retirer, puis vous pouvez reprendre comme votre podcast que vous aviez l'année passée. Ouais, non, ouais, peut-être, hein. Ouais, c'était cool. C'était cool. C'est de là qu'est venue cette idée. Plagiat. Merci à tout le monde. Tous les jeudis soirs, on est là, donc 20h jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein de choses qui se passent en e-sport québécois, incluant les ranked games de League of Legends de Firefox, que j'imagine ils streament pas, mais bon, sait-on jamais. Je stream plus, mais on en reparlera. Il y a des événements qui s'en viennent, le gaming, je pourrais t'en reparler, on pourra faire peut-être un épisode là-dessus. Oui, parfait. J'embarque... Je retourne en streaming à partir de la semaine prochaine pour un autre projet, mais ça, on en reparlera. Tous les projets e-sportifs, on veut en entendre parler, puis on veut en parler. Donc, merci, messieurs. On se revoit très, très bien. Et dames, on se revoit très, très bien. Bye, bye.